Dans la présente capsule, on va on va aborder la section 4.3 du manuscrit qui va porter sur le mouvement du projectile. C'est un mouvement extrêmement important, évidemment, que ce soit dans les sports ou dans toutes autres sortes d'applications. Vous verrez peut-être en électricité que c'était également le mouvement des particules des gouttelettes d'huile dans une imprimante à jet d'encre, mais expliqué, causé non pas par la gravitation, mais par la force électrique. Alors, je vais passer au diapo. On va commencer par un tout petit rappel historique très important qui va nous amener à la notion d'inertie. Or, depuis Platon et Aristote, on a pensé que les corps ne bougent que si une force les tient euh, en mouvement. Okay? Il faut qu'il y ait une force. Même pour ce qui concernait la flèche qu'on lance dans le ciel, au moment où l'archer euh, euh, tend son arc, la corde exerce une force sur la flèche va être propulsée. Mais à partir du moment où la flèche a quitté l'arc, euh, il y a normalement plus aucune force qui s'exerce sur elle. Alors, il a fallu, pour garder l'idée initiale, que ça prend une force pour causer le mouvement, il a fallu inventer un drôle de mouvement de molécule qui partirait de l'avant de la flèche et reviendrait à l'arrière pour la pousser. Et cette exigence-là d'avoir des molécules qui expliquent le mouvement de la flèche est aussi à l'origine d'une autre idée de cette époque-là, une idée innée, qui est que le vide ne peut pas exister. S'il y avait du vide, aucune molécule ne pourrait notamment pousser la flèche vers l'avant. Donc, ça prend une force tout le temps. Si on lançait une pierre du haut du mât d'un navire, la pierre aurait dû tomber derrière le mât parce que elle doit aller vers le centre de la Terre. Alors, ce sont ce genre d'idées auxquelles Galilée va s'attaquer. Alors, Galilée a voulu vérifier expérimentalement, on en a déjà parlé, mais jusque vers cette période-là, on se contentait de lire Aristote et de lire les commentaires sur Aristote, mais on ne faisait pas d'expérience. Alors Galilée va imaginer des mouvements sur des plans inclinés et il va faire la réflexion suivante. On n'est pas sûr qu'il ait vraiment fait beaucoup d'expériences, mais imaginons deux plans inclinés. Une bille descend et elle remonte sur une autre. Galilée nous dit dans ses écrits qu'il a constaté que la balle avait tendance à remonter à la même hauteur que sa hauteur de départ, ce qui va avoir à faire avec notre conservation de l'énergie. Et il imagine par la pensée, si je prends un plan incliné de plus en plus bas, la balle va devoir voyager de plus en plus longtemps pour arriver à la même hauteur que précédemment. Et si on avait un plan infini, sans frottement, et en fait, quand on lit le texte, c'est un plan, c'est en fait une surface qui permettrait à la bille d'être tout le temps à la même distance par rapport au centre de la Terre, le mouvement continuerait de façon infinie. Donc, en réalité, pour Galilée, il ne faut pas une force pour expliquer le mouvement, il va falloir plutôt une force pour arrêter le mouvement. Alors ça va être la nouvelle euh, version de la notion d'inertie. Ça va être la tendance innée d'un corps à résister à tout changement. Or, si on avait un plan comme ça, infini, en réalité, ce n'est pas un plan, c'est une surface ou en fait une trajectoire circulaire qui ferait le tour de la Terre sans fin s'il n'y avait pas de frottement. Et ça, c'est relié un peu aux idées toujours de Platon selon lesquelles le cercle est parfait. Depuis Descartes, pardon, et ensuite accepté par Newton, on sait que la vraie notion d'inertie, c'est qu'un corps va vouloir conserver son état de mouvement rectiligne, MRU. Donc, si j'ai une corde et une bille autour d'une corde et que je la fasse tourner,
Si je lâche la bille, lâche la corde, je ne m'attends pas à ce qu'elle continue à tourner en cercle, ce qui aurait été un petit peu à déduire de la notion d'inertie de Galilée, mais en fait, on sait très bien que la bille va continuer sur sa dernière tangente. Alors ça va être notre nouvelle notion d'inertie. Or, même au temps de, juste avant Galilée, on pensait que le mouvement d'un boulet de canon, il y avait d'abord un mouvement violent, puis un mixte de naturel et de violent, mais que le naturel, c'était que les objets devaient tendre vers le centre de la Terre. Selon Galilée, l'abeille, supposons qu'on a un petit moussaillon en haut d'un mât qui tient un boulet de canon dans ses mains. Le boulet de canon a la même vitesse que le bateau, la même vitesse horizontale que le bateau, et par la notion d'inertie de Galilée, il va continuer un MRU selon X, et il devrait garder la même vitesse en X que celle qu'il avait, qui est celle du voilier, mais va se voir ajouter une vitesse en Y due à l'accélération de la gravité. Mais les deux mouvements étant indépendants, le boulet de canon devrait atterrir au pied du mât. Il aura donc conservé sa vitesse en X, c'est un MRU en X, mais c'est un MRUA de chute libre en Y. Malheureusement, tout ça, ceci est une expérience par la pensée. N'a été fait expérimentalement que vers la fin des années 1700 par un officier de marine britannique. Je ne sais pas si ça a beaucoup endommagé le pont du bateau. Or, imaginez ici, donc, on a deux balles, une balle on laisse tomber à la verticale, et une autre balle qu'on lance avec une vitesse horizontale. Et si vous regardez ici les lignes blanches, ce sont toutes des photos rapides prises de la balle, des deux balles, en même temps, et c'était guidé par un effet stroboscope. On éclairait et on prenait des photos. Et vous voyez que bien que cette balle-ci se déplace en X, en Y, son mouvement est toujours le même que celui de la bille qui a été lancée. Je suis content de vous montrer cette figure-là parce que c'était la photo qu'on montrait sur notre livre quand j'ai fait mon secondaire 5 il y a longtemps, 71. OK, ici, ce qu'on montre de mouvement d'un projectile, il va y avoir un MRU en X, donc le vecteur vitesse demeure constant en X. Au début, en Y, il y a 0 vitesse, mais à cause de la gravitation, 9,81 mètres seconde carré, le vecteur vitesse va augmenter vers le bas. Et en tout temps, on pourrait calculer l'orientation de la vitesse locale en comparant la composante Y à la composante en X. Or, le mouvement du projectile, c'est un mouvement balistique. Le premier à l'avoir montré, c'est Galilée. Et en passant, Galilée faisait un petit peu son argent en produisant des tables pour l'artillerie italienne, pour leur dire comment orienter leurs canons. Or, cette démonstration-là, si vous voyez ici l'équation de la parabole, on a fait disparaître la variable temps de l'équation. On a donc, comme on dit, reparamétrisé l'équation de Y, qui n'est plus une équation en fonction du temps, mais bien maintenant une équation en fonction de la position en X, ce qui veut dire que si on connaît la valeur, la position en X, on peut aller calculer la position Y qui est consistante, cohérente avec cela. La vitesse en Y varie selon l'onde droite, qui est Vy égale V0Y moins GT. Je vais aller regarder maintenant quelques exemples et quelques exercices résolus. Dans l'exemple 4.4, qui est à la page 103, je vais en profiter pour faire la démonstration que, effectivement, le mouvement du projectile est un mouvement parabolique. Or ici, dans l'exemple 4.4, on a
euh, golfer sur la Lune. Un astronaute en 71 qui va jouer au golf et on va nous donner l'accélération gravitationnelle, on va calculer l'accélération gravitationnelle et on veut montrer que la portée est maximale pour θ0 égale 45,0 degrés. Alors, je vais aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Donc, ici, c'est le schéma général. R, c'est la portée, c'est le mouvement horizontal durant le mouvement projectile. On a la vitesse initiale, l'angle initial, les composantes en X et en Y de la vitesse. On va démontrer qu'il s'agit bien d'une équation d'une parabole. Or, ici, on a notre équation du mouvement en Y et notre équation du MRU en X. On va utiliser ce que ces deux mouvements-là ont en commun. Ils sont indépendants l'un de l'autre, mais ils ont en commun qu'ils se produisent dans le même temps. Donc, on va utiliser l'équation du MRU de X pour redéfinir le temps. Le temps va dépendre de la position en X de cette manière-ci. On va introduire ce temps-là dans l'équation du MRUA pour Y et après différentes opérations algébriques, on trouve qu'en effet, delta Y est une équation parabolique en X. Donc, connaissant X, on peut résoudre pour Y. Revenant à l'exemple 4.4, le delta Y égale tangente θ0 de la portée. On part de Y égale 0, on finit à Y égale 0. Mais ça pourrait être, cette équation-ci qu'on va trouver s'applique chaque fois que le Y initial est égal au Y final, mais seulement dans ces cas-là. Or, on isole le R et on trouve que on va mettre la parenthèse égale à 0 et on trouve cette expression-ci, R égale 2 V0 carré sin θ cos θ sur G, en utilisant une identité trigonométrique, 2 sin θ 0 cos θ 0 est égal à sin de 2 θ 0, V0 carré sur G. Or, ça va être maximal quand le sinus va être égal à 1. Et le sinus est égal à 1 quand 2 θ 0 égale 90. Par conséquent, le maximum va être trouvé à θ 0 égale 45 degrés. On va aller regarder maintenant un autre exemple. Qui est l'exemple 4.5 en page 105 de notre manuscrit. OK, alors voyons ce qu'on a ici. On a une joueuse de basket qui lance le ballon avec une vitesse de 9,8 mètres secondes, orienté à 60 degrés. Le panier va se trouver à 3,05 mètres du sol en hauteur, mais sa distance par rapport à la joueuse va être de 6,80 mètres. Alors ici, on voit la situation et on nous pose les questions suivantes. Combien de temps le ballon reste-t-il dans les airs? À quelle hauteur par rapport au sol le ballon est-il lancé? Et hauteur maximale atteinte au point 1 dans le schéma. Alors, je vais aller regarder une discussion que j'en ai faite. On reproduit le schéma ici, la vitesse initiale en X, la composante en Y, le fait que l'accélération c'est G vers le bas. Ici, au point maximal, on a la vitesse égale 0, la vitesse en Y, et la distance X, donc la distance en X qui est traversée en MRU est de 6,80 mètres, la hauteur du panier 3,05. Durée du vol, ben, c'est le temps que ça prend pour couvrir 6,80 mètres en X en MRU. Donc, on écrit 6,80 égale 0 plus la composante horizontale de vitesse fois le temps. On trouve le temps, 1,47 secondes pendant lequel la balle est en l'air. Pour trouver la hauteur Y0 de laquelle le ballon est lancé, on introduit ça dans notre équation du MRUA. On cherche le temps T, on cherche Y0
étant donné qu'on veut atteindre à 3,05 mètres durant un temps, qui est le temps qu'on a calculé, 1,47 secondes, et on trouve que le Y0 doit être 1,81 mètres. La valeur de Y max, ben, la caractéristique de Y max, c'est qu'à ce moment-là, la vitesse est nulle. Donc, on introduit ça dans une de nos équations bonbons, comme je les ai appelées. 0 moins la composante initiale de la vitesse. Et on va l'isoler Y max et on trouve Y max égale 5,10 mètres. On va continuer ici en allant regarder deux exercices pour voir vraiment comment appliquer notre connaissance du mouvement du projectile. Ce sont les exercices 29 et 32 qui sont en page 123 de notre manuscrit. OK, alors le problème 29, au baseball, la balle est frappée d'une hauteur de 90 cm à une vitesse de 30 mètres secondes, un angle de 70,5 degrés. La balle se dirige vers un joueur qui se trouve à 85 mètres et on demande quelle est la distance horizontale parcourue par la balle lorsqu'elle arrive au sol et à quelle vitesse moyenne doit courir le joueur pour l'attraper. On va aller voir la solution que j'en ai donnée. Or, on a la balle qui part d'une hauteur de 90 cm avec une vitesse de 30 mètres secondes orientée à 70,5 degrés. On a le mouvement du projectile. La balle va toucher le sol, on ne sait pas où. Le joueur est à 85 mètres. Est-il devant l'endroit où la balle va tomber ou est-il derrière? On ne sait pas encore. Mais à partir du moment où la balle part ici, le joueur doit être assez rapide pour estimer à quel endroit la balle va tomber et doit courir pour l'attraper et on voudra connaître cette vitesse-là. Ben, ce qu'on veut savoir, c'est le temps que ça prend pour partir d'une hauteur de 90 cm et finir au sol. Alors, on place ça dans notre équation du MRUA. On cherche le temps pour arriver à Y égale 0, étant parti de Y égale 90 cm, avec cette vitesse initiale en Y. Et on va résoudre, c'est une quadratique, deux possibilités, plus 5,8 secondes ou moins 0,032. On garde la valeur positive. On va l'introduire ça dans l'équation du MRU en X et on va trouver que la balle touche le sol à 58,1 mètres. Donc, le joueur est à 26 quelques mètres plus loin que là où la balle va tomber. Il va devoir parcourir ces 26 quelques mètres dans le temps que ça prend à la balle pour partir de 90 cm et tomber au sol, donc 5,8 secondes. Et il doit courir à 4,64 mètres secondes vers le marbre, ce qui est tout à fait réalisable. On va aller regarder un autre exercice qui va inclure toutes nos connaissances sur la cinématique en 3D, en 2D dans ce cas ici, et le projectile, c'est l'exercice 32 du manuscrit, toujours en page 123. Or ici, ce qu'on va avoir, c'est une fusée miniature qui va être lancée pendant, son moteur fonctionne pendant 5 secondes. Pendant ce temps-là, elle a une accélération de 2,25 mètres secondes carrés à 75 degrés par rapport à l'horizontale. Et on pose différentes questions. La vitesse de la fusée après 2 secondes. Quelle sera la hauteur maximale atteinte par la fusée? Combien de temps reste-t-elle dans les airs et à quelle distance de son point de départ frappe-t-elle le sol? On va aller regarder la solution que je vous en ai proposée. Alors là, il va falloir décrire le mouvement, le décomposer en deux mouvements. Un mouvement de MRUA pendant 5 secondes. Alors ça, c'est le genre de schéma que j'attendrai de vous dans un examen. On représente la position en X, en Y, et aussi on se donne des informations sur le temps. Après temps, T égale 5 secondes, le moteur tombe en panne.
la vitesse a la même orientation que l'accélération. La vitesse à cet endroit-là, c'est celle que la fusée aura atteinte pendant ces 5 secondes de MRUA. Et à partir de là, commence un mouvement du projectile. Alors, vous verrez ici que j'ai représenté le x0 et le y0 et le v0 du mouvement du projectile. Il va falloir les calculer. En application du MRUA de 5 secondes, on va calculer les points de départ et la vitesse de départ de la fusée pour le mouvement qui va suivre, qui est un mouvement typique de projectile. Alors, la vitesse après 2 secondes, ben, on rentre tout simplement 2 secondes dans le MRUA. On avait une accélération de 2,25 mètres secondes carrés pendant 2 secondes. La vitesse après 2 secondes est donc de 4,5 mètres secondes à 75 degrés toujours. Le Y max, bon, on s'imagine bien que ce n'est pas parce qu'on coupe le moteur que la fusée va arrêter de monter qu'elle va tomber. Par inertie, elle a de la vitesse en X, mais elle a aussi une composante de vitesse en Y. Elle va donc continuer, mais en raison de l'accélération vers le bas, sa vitesse en Y va diminuer, va atteindre un zéro, puis va commencer à devenir de plus en plus négative. Pendant ce temps-là, la vitesse en X est demeurée constante, c'est un MRU. Alors, pour calculer le Y max, ben, on applique notre équation bonbon. Vy carré moins V0 Y carré moins 2G Y max moins Y0. Mais là, je vois qu'ici, j'ai deux inconnus. J'ai le Y max que je recherche et j'ai le Y0. Mais le Y0 vient du MRUA de 5 secondes au début avec la composante Y seulement de l'accélération qu'on trouverait en faisant A0 sinus θ0. Alors, on calcule le Y0 qui est 27,17 mètres. C'est cette hauteur-ci à laquelle le mouvement du projectile débute. On prend ce chiffre-là, on le réintroduit ici. Maintenant, ça nous prenait aussi le V0Y. Le V0Y, ben, c'est la vitesse en Y, la composante Y de la vitesse, qu'on aura atteint en appliquant l'accélération Y pendant 5 secondes. L'accélération Y, c'est 2,25 sinus 75 pendant 5 secondes, 10,87, qu'on va l'introduire là. Quand on introduit les chiffres, on trouve Y max égale 33,2 mètres. Le temps de vol de la fusée, ben, c'est évidemment le 5 secondes d'accélération plus le temps de la chute libre. Le temps de la chute libre, c'est le temps que ça prend pour arriver à Y égale 0, étant parti de Y0, 27,17 mètres qu'on vient de calculer, avec notre vitesse initiale en Y qui était 10,87 mètres secondes, et on veut calculer ce temps-là. C'est une quadratique en T, et on trouve deux possibilités. On garde la valeur positive, ça donne 3,71 secondes pour la chute libre, plus les 5 secondes d'accélération. La distance horizontale qui est parcourue, ben, elle aussi, on doit la décomposer. Il y a une composante de vitesse, de distance horizontale pendant le MRUA de 5 secondes, suivie d'une composante horizontale pendant le MRU de la chute libre. Alors, c'est ce qu'on va aller valider. Le X0, ben, il est donné par le MRUA de 5 secondes, la composante en X de la vitesse qui est 2,25 cosinus 75 pendant 5 secondes au carré, 7,28 mètres. La vitesse à ce moment-là, parce qu'on en a besoin ensuite pour le MRU, ben, c'est la composante horizontale d'accélération appliquée pendant les 3,71 secondes du mouvement de chute libre. C'est 10,8 mètres, on additionne les deux résultats et ça donne le 18,1 mètres qui est bien la réponse à la question. Or, ce qu'on revoit encore là, c'est que nos mouvements en X, en Y, et s'il y en avait un en Z, ça rajouterait, sont complètement indépendants, mais leurs résultats, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se passent dans le même temps. Alors, on va calculer nos mouvements comme s'ils étaient indépendants, mais on combine constamment les résultats. C'est exactement ce qu'on fait. Par exemple, j'ai déjà parlé des voitures autonomes.
d'un drone, un avion sans pilote, et ainsi de suite. Toutes les équations qu'on voit s'appliquent de façon parfaite. Évidemment, si on rajoute des questions comme la force de traînée, qu'on verra dans le prochain module, ça peut devenir un peu plus compliqué, mais ce qu'on fait normalement pour de la robotique ou des drones ou voitures automobiles, c'est qu'on va avoir des capteurs. On va avoir des capteurs, des accéléromètres principalement, toutes sortes de capteurs, et on va constamment ajuster de façon fine. On va constamment regarder la nouvelle vitesse dans quelle direction et on va ajuster de façon très fine les mouvements. Et à partir de là, si on connaît de façon très fine, à plusieurs fois par seconde, les informations d'accélération dans les trois axes, ben, on peut appliquer tout simplement nos équations du MRUA avec des delta T très courts. OK, je vais compléter ici et on se rejoint pour une autre capsule avec le mouvement circulaire accéléré.